La famille de ma femme me traitait comme un moins que rien, jusqu'à ce que je devienne riche. Ils ont tenté d'annuler le contrat prénuptial. Mais un geste de ma part les a réduits au silence et leur a ôté tout pouvoir. Je pensais tout savoir sur la femme que j'avais épousée, jusqu'à ce qu'un secret bien gardé éclate au grand jour. Et le pire? Ce n'était pas seulement une affaire entre elle et moi. Quand j'ai compris la vérité, ce que j'ai fait ensuite a tout changé. J'avais 23 ans quand j'ai rencontré Sarah. Je venais de finir l'université et j'avais décroché mon premier emploi dans une entreprise informatique à Denver. Sarah, elle, terminait ses études en pédagogie. On s'est rencontrés lors d'un barbecue entre amis communs. Elle avait cette manière de faire rire tout le monde, de mettre tout le monde à l'aise. Pour être honnête, j'ai été charmé dès le premier jour. Sarah venait d'une famille aisée. Son père possédait plusieurs concessions automobiles, et sa mère tenait une boutique de vêtements à Boulder. Il n'était pas millionnaire, mais il vivait très confortablement. Ma famille à moi était plutôt de classe moyenne. Mon père était électricien, ma mère infirmière, et ils ont élevé mes deux frères et moi dans une petite maison modeste mais chaleureuse. On n'a jamais manqué de rien, mais les voyages ou les vêtements neufs, c'était pour les grandes occasions. Quoi qu'il en soit, Sarah et moi avons tout de suite accroché. On a commencé à sortir ensemble, et en moins d'un an, j'étais sûr qu'elle était la femme de ma vie. Je l'ai demandé en mariage dans un parc où on avait l'habitude de passer nos dimanches tranquilles et elle a dit oui. Tout semblait parfait. Ou presque. Ses parents, surtout son père, n'ont jamais vraiment été emballés par ma présence. Dès le début, ils ont laissé entendre que je n'étais pas assez bien pour Sarah. Ce n'était pas une hostilité ouverte, mais plutôt des remarques subtiles qui me remettaient constamment à ma place. Des phrases comme « Alors, Matt, c'est quoi ton plan pour les 5 prochaines années ?» ou encore « Tu sais que Sarah est habituée à un certain niveau de vie. » Je faisais de mon mieux pour ignorer, parce que j'aimais Sarah, et elle m'a toujours soutenu. Quand on a commencé à organiser le mariage, ses parents ont sorti la fameuse carte du contrat de mariage. Je me souviens encore du moment où son père m'a appelé dans son bureau après le dîner. Il avait ce regard sérieux, comme s'il allait me donner un conseil crucial. Mais au lieu de ça, il m'a tendu une grosse pile de papier et m'a dit « Ce n'est qu'une formalité, Matt. C'est pour protéger l'avenir de Sarah. Je suis sûr que tu comprends. » Je ne comprenais pas. Et je n'ai pas du tout aimé ça. Je me suis senti insulté. Pourquoi pensaient-ils que j'allais profiter de leur fille? À l'époque, je gagnais moins de 40 000 $ par an dans l'informatique, mais j'avais de grandes ambitions. Je voulais prouver ma valeur, pas seulement à eux, mais aussi à moi-même et à Sarah. Je ne voulais pas provoquer de conflit. J'ai emporté les papiers chez moi et je les ai lus, partagés entre colère et confusion. Le contrat disait en gros que si on divorçait, je repartais avec seulement ce que j'avais gagné moi-même. Aucune part dans l'héritage de Sarah, aucun bien issu de sa famille, rien. Tout était fait pour la protéger, elle, uniquement elle. J'ai détesté chaque ligne de ce contrat. J'en ai parlé à Sarah, en espérant qu'elle prenne mon parti. Mais elle m'a dit, « Matt, ce n'est rien. C'est juste un papier. Ça ne change rien à ce que je ressens pour toi. » Elle était calme, mais je voyais bien qu'elle se sentait tiraillée entre moi et sa famille. Je ne voulais pas la forcer à choisir, alors j'ai ravagé ma fierté et j'ai signé. Je me suis convaincu que ça n'avait pas d'importance, que je ne l'épousais pas pour son argent. Avec du recul, je pense que c'était ma première erreur, laisser ses parents fixer les règles de notre mariage. Mais à l'époque, je croyais faire ce qu'il fallait. Je pensais qu'avec le temps, il finirait par m'accepter, et que le contrat prénuptial ne compterait plus, puisqu'on partait tous les deux de zéro. Le mariage était magnifique, mais un peu gênant aussi. Nos familles ne se mélangeaient pas vraiment. Mes frères et certains cousins portaient des costumes empruntés ou achetés en solde, alors que du côté de Sarah, on aurait dit un défilé de mode de club privé. Il n'y a pas eu de drame, mais la différence sautait aux yeux. Après le mariage, on a emménagé dans un petit appartement à Denver. Sarah a commencé à enseigner dans une école primaire, et moi j'ai continué à bosser dur dans l'informatique. Les premières années ont été difficiles, mais enrichissantes. On faisait attention au budget, on cuisinait à la maison et on économisait chaque centime. Ses parents faisaient parfois des remarques sur notre mode de vie un peu serré, mais on s'en fichait. On était heureux. Et pourtant, ce contrat prénuptial restait là, en arrière-plan. Ce n'était pas que je pensais qu'on allait un jour s'en servir,
mais il représentait quelque chose de plus profond. Comme si sa famille ne m'avait jamais vraiment fait confiance. Même après le mariage, même après qu'on ait bâti une vie ensemble. Chaque fois que son père lâchait une blague sarcastique sur mon boulot ou nos finances, ça me faisait mal. Et ça me poussait à travailler encore plus. Je voulais leur prouver qu'ils avaient tort. Mais le contrat de mariage n'a jamais vraiment disparu. De temps en temps, le sujet revenait, même brièvement. La mère de Sarah faisait des blagues du genre « Heureusement qu'on t'a fait signer ce truc » où son père disait des choses comme « Il faut protéger le patrimoine familial ». Il disait ça avec un sourire aux lèvres, mais pour moi, c'était comme recevoir un coup en plein ventre. Malgré ça, je ne répondais jamais. Je préférais me concentrer sur mon travail. J'aimais Sarah et je ne voulais pas que ses parents viennent perturber ce qu'on construisait. Je pensais que, tant qu'on était heureux, le reste n'avait pas d'importance. Mais aujourd'hui, des années plus tard, je me rends compte que ce contrat prénuptial était bien plus qu'un simple document. C'était un rappel constant que sa famille ne me jugeait pas à la hauteur. Et à mesure que notre vie a commencé à changer, ce bout de papier est devenu le centre d'une tempête que je n'aurais jamais pu imaginer. Après plusieurs années à trimer dans mon boulot en informatique, les choses ont commencé à changer, mais pas du jour au lendemain. C'était plutôt une série de petites victoires qui, peu à peu, se sont accumulées jusqu'à devenir quelque chose de grand. J'avais 27 ans quand j'ai eu ma première vraie opportunité. Mais le chemin pour y arriver a été plus compliqué que prévu. À cette époque, je travaillais toujours pour la même entreprise de tech à Denver. Le salaire n'était pas mauvais, mais ce n'était pas extraordinaire non plus. Cela faisait déjà 4 ans que j'étais là, et j'avais le sentiment d'avoir atteint un plafond. Mon poste était stable, mais ne me stimulait plus, et il n'y avait pas vraiment de perspective d'évolution. Je savais que si je voulais progresser, il allait falloir prendre des risques. Un collègue, Jason, a commencé à parler d'un petit boulot qu'il faisait à côté des missions de programmation pour des startups. Au début, j'étais sceptique. Ça me paraissait trop ambitieux de jongler avec 2 jobs. Mais un jour, il m'a montré le chèque qu'il avait reçu pour un seul mois de freelance, et ma mâchoire est tombée. Le mec gagnait le double de ce qu'on faisait avec notre salaire fixe. C'est là que j'ai eu le déclic. J'ai toujours été bon en développement web et en résolution de problèmes. Alors, j'ai commencé à utiliser mes week-ends pour apprendre de nouveaux langages, découvrir de nouveaux frameworks et monter mes propres projets. Sarah pensait que j'en faisais trop. « Tu bosses déjà toute la journée, pourquoi t'en rajouter encore ?» me disait-elle. Mais au fond de moi, je sentais que c'était une opportunité. Après environ 6 mois de freelance en parallèle de mon job, j'ai décroché un client qui allait tout changer. Une petite start-up tech cherchait quelqu'un pour développer tout leur système de gestion de données. Le paiement était déjà le plus élevé que j'ai jamais reçu, mais le plus intéressant, c'était les parts qu'ils proposaient dans le contrat. Au début, je ne savais pas si ces parts allaient valoir quelque chose, mais j'ai cru à leur vision. Alors j'ai tenté le coup. Pendant l'année suivante, j'ai bossé comme un fou. Je gardais mon job de 40 heures par semaine, mais chaque instant libre était consacré à la start-up. Week-end, nuit blanche, jours fériés, tout y passait. Sarah n'était pas ravie. Elle me soutenait, mais je voyais bien qu'elle était frustrée. On se disputait souvent pour des bêtises, parce que je ratais le dîner, ou parce que j'étais scotché à l'ordi alors qu'on devait regarder un film ensemble. Je lui disais toujours, encore un petit moment, promis, mais je crois qu'aucun de nous n'y croyait vraiment. Et puis, c'est arrivé. La start-up a été rachetée par une grande entreprise et, du jour au lendemain, la valeur de mes actions a explosé. Un jour, j'essayais encore de payer l'hypothèque et la voiture, et le lendemain, j'avais assez pour tout rembourser, avec une belle réserve en plus. Je n'oublierai jamais le regard de Sarah quand je lui ai annoncé. Elle était choquée, dans le bon sens, mais je crois qu'une partie d'elle n'y croyait même pas. Ce moment a tout changé. La semaine suivante, j'ai quitté mon job en informatique, un rêve que je nourrissais depuis des années. Mon patron n'a pas du tout apprécié. Il a essayé de me faire culpabiliser, « Tu es l'un de nos meilleurs, Matt. Tu es sûr de vouloir tout gâcher ?» Mais je savais que mon heure était venue. J'avais des plans plus grands. La première chose que j'ai faite après avoir quitté le travail, c'est emmener Sarah pour un voyage surprise à Hawaï. C'était un rêve qu'on avait depuis longtemps, mais on n'avait jamais eu les moyens. Je voulais lui montrer que tous ces efforts avaient servi à quelque chose, et que je n'avais pas oublié, nous. C'était magique. Plage,
coucher de soleil, bonne bouffe. Mais même là-bas, avec le bruit des vagues et le ciel orangé, mon esprit était déjà ailleurs, à réfléchir à ce que j'allais faire ensuite. C'est là que j'ai compris, j'adorais travailler à mon compte. La liberté, les défis, le sentiment de contrôle. C'était addictif. Alors, j'ai décidé de lancer ma propre entreprise. J'ai utilisé l'argent de la vente des actions pour créer une société de gestion immobilière. J'ai toujours été intéressé par l'immobilier et j'ai vu là une manière plus stable de faire fructifier mon patrimoine sans être enfermé dans un bureau. Lancer l'entreprise n'a pas été facile. Il y avait 1 million de choses que je ne connaissais pas, de la paperasse administrative à la gestion d'employés. Mais je me suis lancé à fond, comme je l'avais fait avec le freelance. J'ai lu des livres, assisté à des conférences, et j'ai pu compter sur l'aide d'un mentor que j'avais rencontré pendant mes missions en freelance. Petit à petit, les choses ont commencé à se mettre en place. Quand j'ai eu 30 ans, tout allait mieux que je ne l'aurais jamais imaginé. L'entreprise de gestion immobilière fonctionnait très bien, bien mieux que ce que j'espérais. Notre liste de clients grandissait et j'avais déjà monté une équipe de confiance pour gérer le quotidien. Pour la première fois de ma vie, je ne faisais pas que survivre ou vivre de paix en paix. J'étais à l'aise. Et surtout, fier de tout ce que j'avais accompli. Je croyais avoir enfin gagné le respect de la famille de Sarah. Mais, ce n'est pas exactement ce que j'ai reçu. Ça a commencé subtilement. Le père de Sarah, Tom, a commencé à m'appeler pour me demander des conseils sur des investissements. Ça avait l'air anodin. Alors, Matt, disait-il. Je pense à acheter un local commercial en centre-ville. Tu en penses quoi? Au début, j'étais content de pouvoir l'aider. Je pensais qu'il commençait enfin à me voir comme quelqu'un qui avait prouvé sa valeur, et j'appréciais ça. Mais avec le temps, ces questions sont devenues plus personnelles. Tu crois que tu pourrais investir avec moi? Juste pour m'aider à démarrer, a-t-il lâché au détour d'une conversation. J'ai reculé. D'un côté, c'était la famille, et je voulais aider. De l'autre, le projet qu'il décrivait semblait un peu bancal. J'ai répondu poliment qu'en ce moment, je n'étais pas en position d'investir. Et c'est là que j'ai remarqué un premier changement dans son attitude. Il n'a rien dit directement, mais il était visiblement plus froid la fois suivante où l'on s'est vu. Sarah l'a remarqué aussi et m'a demandé s'il s'était passé quelque chose. J'ai éludé, oh, il doit juste être stressé par son boulot. Mais au fond, je savais qu'il n'avait pas apprécié ma réponse. Pendant ce temps, la mère de Sarah, Diane, avait sa propre manière de rendre les choses inconfortables. Elle lançait des petites remarques déguisées sur combien la vie était devenue chère, et à quel point il était difficile de maintenir leur train de vie maintenant que Tom était semi-retraité. On n'est plus tout jeune, Matt, disait-elle avec ce sourire doux. Parfois je pense à la chance que toi et Sarah avez, avec cette base financière si solide. Chance. Ce mot me dérangeait. Ce n'était pas de la chance qui m'avait amené jusqu'ici. C'était des années de nuits blanches, de sacrifices, de travail acharné. Mais je me suis tu. Je ne voulais pas créer de tension. La situation a vraiment dégénéré lors d'un dîner du week-end chez les parents de Sarah. La soirée avait commencé tranquillement, rôti de bœuf et discussion banale. Mais tout à coup, Tom a abordé le sujet du contrat de mariage. Tu sais, Matt, a-t-il dit en découpant son steak, je repensais à cet accord qu'on t'a fait signer quand tu as épousé Sarah. Je me suis figé. Je n'avais pas pensé à ce papier depuis des années. Pour moi, ce n'était qu'une formalité de l'époque, quelque chose qu'on avait fait pour rassurer sa famille. Je croyais que c'était derrière nous. Qu'est-ce qu'il a, ai-je demandé calmement. Eh bien, tu ne trouves pas qu'il est un peu dépassé? Regarde le succès que tu as eu. Tu as bâti une vie formidable pour ma fille, et je respecte beaucoup ça. Mais garder ce document maintenant, ça semble un peu inutile, non? J'ai regardé Sarah. Soudain, elle s'est montrée très absorbée par sa purée de pommes de terre. C'était clair qu'elle savait déjà que le sujet allait être abordé. Je ne sais pas, Tom, ai-je répondu, en gardant un ton neutre. Ça n'a jamais posé problème entre nous. Pourquoi changer quelque chose qui fonctionne? Diane est alors entrée dans la conversation. C'est que maintenant, tout a changé, Matt. Quand vous vous êtes mariés, on voulait juste protéger l'avenir de Sarah. Mais maintenant que tu t'en sors si bien, ce document n'a plus vraiment de sens. Tu fais partie de la famille, après tout.
Famille. Le mot était chargé. C'était leur manière de faire passer l'idée que c'était moi qui étais irrationnel de ne pas vouloir céder. J'ai regardé Sarah encore une fois, espérant qu'elle me soutienne. Mais elle est restée silencieuse. Et c'est ce silence qui m'a le plus dérangé. Pour être honnête, je ne vois pas de raison de l'annuler, ai-je répondu. Ça ne change rien à notre quotidien. Au final, ce n'est qu'un papier rangé dans un tiroir. Le sourire de Tom est devenu tendu, et Diane a lancé un regard à Sarah du style « Tu ne vas pas lui faire changer d'avis ?» Mais personne n'a insisté davantage ce soir-là. Sur le chemin du retour, j'ai abordé le sujet avec Sarah. « Pourquoi tu n'as rien dit à ce moment-là » ai-je demandé. Elle a soupiré en regardant par la fenêtre. « Parce que je ne veux pas être au milieu, Matt. Tu sais comment sont mes parents. Ils veulent juste ce qu'il y a de mieux pour moi. Et ce qu'il y a de mieux pour nous, ai-je répliqué. Ce mariage, c'est le nôtre, pas le leur. Le contrat de mariage n'a jamais été un problème entre nous. Pourquoi ça le devient maintenant? Elle n'a pas su quoi répondre. Elle s'est contentée de dire, par leur, d'accord? Ne te prends pas la tête avec ça. Mais je me suis pris la tête. Et pas qu'un peu. Dans les semaines qui ont suivi, la pression n'a fait qu'augmenter. Tom et Diane trouvaient sans cesse des façons de remettre le sujet sur la table, toujours en prétendant qu'ils voulaient juste discuter. Sarah a fini par défendre leur idée aussi. Tu n'as rien à perdre en l'annulant, disait-elle. C'est là que j'ai compris que je me battais sur deux fronts. Contre ses parents, et contre Sarah elle-même. Je l'aimais. Mais c'était dur de ne pas sentir qu'elle n'était pas de mon côté. Le point de rupture est arrivé quand Diane m'a appelé un après-midi, alors que j'étais au bureau. Elle a commencé par du bavardage, mais a vite remis le sujet sur le tapis. Matt, je pense que tu devrais réfléchir à l'image que ça donne, a-t-elle dit. Garder ce document, ça donne l'impression que tu ne fais pas confiance à Sarah. Et ce n'est pas juste pour elle. C'en était trop. Avec tout le respect que je vous dois, Diane, ai-je répondu. Cette décision ne vous appartient pas. Sarah et moi sommes à l'aise avec ce que nous avons. Il y a eu un silence. Puis elle a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Eh bien, si tu tiens tant que ça à le garder, on verra comment Sarah va le vivre à l'avenir. Ce n'était pas une menace directe, mais ça y ressemblait fortement. J'ai raccroché, furieux. Ce soir-là, j'ai tout raconté à Sarah. Elle n'avait pas l'air surprise. Elle a juste dit. Ils s'inquiètent juste pour moi, Matt. Ils ne veulent pas te faire de mal. C'est là que j'ai compris que ça ne concernait pas seulement le contrat. C'était une question de contrôle. Ses parents avaient toujours dirigé la vie de Sarah. Et maintenant, ils essayaient de diriger la mienne aussi. Mise à jour 1. Salut tout le monde, c'est encore Matt. Avant tout, je tiens à vous remercier sincèrement pour vos conseils et le soutien que j'ai reçu jusqu'à maintenant. Honnêtement, ça a été un vrai choc de réalité. Écrire à ce sujet m'a aidé à voir les choses plus clairement, et lire les histoires de personnes qui ont vécu des situations similaires a été très précieux. Alors voilà, les choses ne se sont pas améliorées. En fait, la pression n'a fait qu'augmenter. Sarah parle de plus en plus du contrat de mariage, et je ne peux plus ignorer le ton qu'elle prend. Ce n'est plus « je pense qu'on devrait en discuter ». Maintenant, c'est devenu « si tu avais confiance en moi, tu annulerais ce contrat ». On a eu plusieurs disputes à ce sujet. Lors de la dernière, j'ai été direct et j'ai dit « ce n'est pas une question de confiance, Sarah. C'est une question de contrôle, et ce sont tes parents qui essaient de nous contrôler. » Elle n'a pas apprécié et m'a répondu « ou peut-être que c'est toi qui ne me fais pas confiance. » Quel genre de mari garde un document comme ça après toutes ces années? Ça a fait mal. J'ai répondu « ce contrat n'a jamais été un problème jusqu'à maintenant. Ce qui a changé, c'est que tes parents ont commencé à voir des signes de dollars. » Elle m'a traité de paranoïaque, c'est devenu son argument préféré. C'est là que j'ai compris qu'on avait besoin d'une vraie conversation, loin des distractions. J'ai proposé un séjour dans notre chalet, cet endroit paisible près de la rivière qu'on a toujours adoré. Je pensais qu'on pourrait repartir sur de bonnes bases et parler franchement, loin de l'influence de ses parents. Sarah a accepté, mais on voyait bien qu'elle n'était pas enthousiaste. Au début, tout allait bien. Le chalet était comme dans mes souvenirs, calme, isolé, l'endroit parfait pour se recentrer. Le premier soir,
on a cuisiné ensemble, et pendant un moment, tout semblait presque normal. Mais on sentait une tension constante, comme un non-dit qui planait. Le lendemain matin, j'ai décidé d'y aller franchement. On était assis sur la terrasse, à regarder la rivière, quand j'ai dit: Sarah, j'ai besoin de savoir ce qui se passe vraiment. Est-ce que c'est à propos de nous, ou de tes parents? Elle a soupiré, visiblement agacée. Matt, c'est à propos de nous. Mes parents ne contrôlent pas ce que je pense. C'est moi qui dis que ce contrat n'a plus de sens. Mais j'y ai pas cru une seconde. Allons, Sarah. Soyons honnêtes, tes parents ont toujours été derrière tout ça. Ce sont eux qui m'ont fait signer ce contrat, et maintenant ce sont eux qui veulent le faire disparaître. Ce n'est pas une coïncidence. Elle m'a regardé sérieusement et m'a dit: Tu t'entends parler? Tu traites mes parents comme des méchants, alors que tout ce qu'ils veulent, c'est ce qu'il y a de mieux pour moi. Ce qu'il y a de mieux pour toi? Et pour nous deux? Ce mariage leur appartient pas, il est à nous. Et je ne vais pas les laisser décider comment on doit vivre. Et là, elle a sorti quelque chose qui m'a fait bouillir. Peut-être que le problème, ce n'est pas eux, Matt. Peut-être que c'est toi. Peut-être que tu es tellement coincé dans tes insécurités que tu ne vois pas à quel point c'est injuste pour moi. Insécurité, ai-je répliqué. Tu penses que je suis insécure parce que je ne veux pas jeter un document que tes parents m'ont forcé à signer parce qu'ils ne me faisaient pas confiance. Elle a haussé les épaules. Ben, si tu ne peux pas me faire confiance maintenant, peut-être qu'on ne devrait même plus parler d'avenir ensemble. Ça m'a frappé comme une brique. Mais je ne me suis pas laissé faire. Ah, donc maintenant tu me menaces de me quitter parce que je ne veux pas céder aux exigences de tes parents? Quelle maturité, Sarah. Ce n'est pas une menace, Matt, a-t-elle dit froidement. C'est la vérité. Si tu es tellement obsédé par ce contrat, peut-être que tu ne me vois plus comme ta partenaire. Peut-être que tu attends juste que je fasse une erreur pour partir avec tout ce qu'on a construit. C'en était trop. Je me suis levé, je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai dit: Ne me fais pas passer pour le méchant ici. J'ai bossé dur pour tout ce qu'on a sans un centime de tes parents. Si quelqu'un ici devrait remettre en question la loyauté de l'autre, c'est moi. Elle m'a juste fixé, sans rien dire. Je suis rentré au chalet pour essayer de me calmer. Le reste du séjour a été un désastre. On s'est à peine parlé. Et quand on le faisait, c'était tendu. Quand on a refait nos valises pour rentrer à la maison, c'était clair, on n'est plus sur la même longueur d'onde. J'ai ma première séance de thérapie cette semaine. J'espère que ça m'aidera à comprendre quoi faire ensuite, parce que pour l'instant, j'ai l'impression de marcher sur un champ de mine, en essayant de ne pas tout faire exploser. J'aime Sarah, mais cette situation me fait tout remettre en question. Si quelqu'un parmi vous a déjà vécu quelque chose de similaire, j'aimerais vraiment savoir comment vous avez géré. Merci de m'avoir lu et merci d'être là pour moi. Mise à jour 2. Salut tout le monde. J'aimerais pouvoir vous apporter de bonnes nouvelles, mais les choses sont passées de mal en pis. J'en suis à un point où je ne sais même plus si mon mariage a encore une chance. Tout a explosé mercredi dernier, quand je suis rentré chez moi et que j'ai trouvé toute la famille de Sarah dans mon salon. Ses parents, sa sœur amie, et Sarah elle-même, tous assis là, comme s'ils organisaient une sorte d'intervention. Dès que je suis rentré, Tom a commencé. Matt, on en a discuté, et il est temps de régler cette histoire de contrat prénuptial. Ça détruit la famille, et on ne peut pas continuer comme ça. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. À ce que je sache, il s'agit de mon mariage, pas d'un projet de groupe. J'ai regardé Sarah, espérant qu'elle dise quelque chose, qu'elle tente de calmer les choses, mais elle restait assise, les yeux rivés au sol. Écoutez, ai-je dit, en essayant de garder mon calme, j'ai déjà été clair. Le contrat reste en vigueur. Ce n'est plus sujet à discussion. C'est là que Diane est intervenue. Matt, tu es irrationnel. Sarah a tout donné dans ce mariage, et toi, tu la traites comme si elle était jetable. Jetable, ai-je répondu. Je passe les dernières années à construire une vie pour nous deux, tout en gérant les ingérences constantes de votre part. Avec tout le respect que je vous dois, Diane, ce n'est pas votre affaire. C'est à Sarah et moi de régler ça. Mais elle n'a pas reculé. C'est notre affaire quand ça touche à la famille. Si tu aimais vraiment Sarah, tu comprendrais que garder ce contrat ne fait que la blesser. Avant même que je puisse répondre, Tom a lâché quelque chose qui m'a glacé le sang.
Tu n'es pas le seul à avoir des options, Matt. Sarah mérite d'être protégée. Et si tu ne le comprends pas, peut-être que ce mariage n'est pas aussi solide que tu le crois. Ça sonnait comme une menace déguisée et je n'allais pas laisser passer ça. Tu es en train de suggérer que mon mariage dépend du fait que je déchire un contrat légal que votre famille m'a forcé à signer? Quelle audace, Tom. Un silence pesant s'est installé dans la pièce. J'ai vu Amy, la petite sœur de Sarah, mal à l'aise sur le canapé. Elle a toujours semblé un peu à l'écart dans cette famille, timide, discrète, jamais trop mêlée au conflit. Sur le moment, je n'y ai pas trop prêté attention. Mais avec du recul, j'aurais dû. J'ai fini par demander à tout le monde de partir. Je n'allais pas rester là à me faire attaquer dans ma propre maison. Sarah est restée, et on a eu l'une des pires disputes de notre histoire. Elle m'a accusé d'être borné et égoïste, et moi je lui ai dit que j'en avais marre d'être traité comme un distributeur automatique par elle et ses parents. C'était tellement violent qu'elle est partie en claquant la porte, disant qu'elle passerait quelques jours chez ses parents. Et je ne l'ai pas retenue. Le lendemain, j'ai reçu un appel d'Amy. J'étais surpris, parce qu'on ne se parle presque jamais en dehors des réunions de famille. Elle semblait nerveuse et m'a demandé si on pouvait se voir en personne. J'ai accepté, pensant qu'elle voulait s'excuser pour l'intervention ou expliquer ce qui s'était passé. On s'est retrouvés dans un café. Amy avait l'air épuisée, comme si elle n'avait pas dormi depuis des jours, et elle jetait sans cesse des regards derrière elle, comme si elle craignait d'être vue. Jusqu'à ce qu'elle finisse par dire. « Matt, j'ai entendu quelque chose l'autre jour, et je pense que tu dois le savoir. » Ce qu'elle m'a raconté m'a retourné la tête. Apparemment, Sarah et ses parents planifiaient quelque chose dans mon dos depuis des mois. Amy a surpris une conversation lors d'un dîner de famille, pensant qu'elle n'était pas dans les parages. Ils ont dit que le contrat devait disparaître avant que Sarah puisse te quitter, a dit Amy, d'une voix tremblante. Ils ont dit que c'était la seule façon pour elle d'obtenir ce qu'elle mérite. Je n'arrivais pas à y croire. Me quitter? Pourquoi elle voudrait me quitter? Amy a hésité. Puis elle a lâché la bombe. Parce qu'elle voit quelqu'un d'autre. Et mes parents le savent, Matt. C'est pour ça qu'ils veulent tant faire sauter le contrat. Ils pensent que si elle divorce tant que le contrat est valide, elle ne pourra rien obtenir. C'était comme si le sol s'effondrait sous mes pieds. Je lui ai demandé si elle était sûre, et elle a hoché la tête. Je ne voulais pas y croire non plus, mais j'ai tout entendu. Ils ont même parlé de manipuler la situation pour que tout te retombe dessus. Je suis resté là, figé, essayant de digérer ce que je venais d'entendre. Amy semblait sincèrement bouleversée et je voyais bien qu'elle ne mentait pas. « Pourquoi tu me dis ça ?» ai-je demandé. Elle a soupiré. « Parce que ce n'est pas juste, Matt. Tu ne mérites pas ça. Je t'ai toujours trouvé bien, et je déteste la façon dont ma famille te traite. Je ne veux pas être complice. » Je l'ai remercié de me l'avoir dit, et je lui ai promis de ne pas l'impliquer davantage. Après son départ, je suis resté assis là pendant des heures, repassant dans ma tête chaque dispute, chaque nuit passée au travail, chaque changement dans le comportement de Sarah. Tout commençait à avoir du sens. Quand je suis rentré à la maison, j'ai commencé à examiner nos finances communes, à la recherche de quelque chose de suspect. Et je n'ai pas mis longtemps à trouver, des dépenses que je ne reconnaissais pas, restaurant, hôtel, même quelques bijouteries. Je n'ai pas encore confronté Sarah, mais j'ai commencé à rassembler des preuves. J'ai appelé mon avocat et je lui ai tout raconté. Il m'a conseillé de garder mon calme et de ne pas prendre de décision hâtive. Plus facile à dire qu'à faire. En ce moment, j'essaie de comprendre quelle sera ma prochaine étape. Tout ça ressemble à une trahison d'un niveau que je n'aurais jamais imaginé. Je ne sais pas ce qui va se passer maintenant, mais une chose est sûre, le contrat reste, et ma dignité aussi. Si quelqu'un a des conseils sur comment gérer une situation pareille, je suis preneur. Merci de continuer à me soutenir dans cette épreuve. Mise à jour 3. Salut tout le monde. Ici Matt, encore une fois et j'espère que ce sera la dernière. Tout ce chaos a été un véritable enfer, mais j'ai enfin traversé la tempête. Et je vous le dis, ça fait un bien fou de retrouver le contrôle de ma vie. Après avoir découvert toute la vérité grâce à Amy, qui, soit dit en passant, est la véritable héroïne de cette histoire, j'ai agi vite. Mon avocat et moi avons travaillé comme une machine bien huilée. Les preuves que j'avais, l'infidélité de Sarah, les dépenses suspectes,
et même l'implication de ses parents ont rendu la procédure de divorce presque risible tant elle a été simple. Quand j'ai enfin confronté Sarah, elle n'a même pas essayé de nier. Elle a pleuré, s'est fait passer pour la victime et a sorti toutes les excuses possibles. Je me sentais tellement seul pendant que tu passais ton temps à travailler, a-t-elle sangloté. Tu t'occupais plus de ton travail que de moi. Je n'ai pas mordu à l'hameçon. Je lui ai répondu calmement. Chérie, tu ne peux pas me reprocher tes propres choix. Je me tuais à la tâche pour t'offrir une vie dont beaucoup ne peuvent que rêver, et tu as tout gâché. Elle a tenté une autre approche. Peut-être que si tu m'avais donné plus d'attention, je n'aurais pas cherché ça ailleurs. Ça, c'était dur à entendre, mais je ne me suis pas laissé démonter. Je lui ai simplement dit. Tu n'étais pas obligé de faire quoi que ce soit. Tu as choisi. Et maintenant, tu vas devoir vivre avec les conséquences. Le regard qu'elle m'a lancé quand je lui ai dit que les papiers du divorce étaient déjà déposés était inoubliable. Elle a d'abord joué la surprise, comme si elle n'y croyait pas. Ensuite, elle a changé de tactique et s'est mise à supplier que je lui donne une seconde chance. On peut réparer ça, Matt. On peut aller en thérapie, tout recommencer, faire tout ce qu'il faut. Je lui ai dit qu'il n'y avait plus rien à réparer. La confiance était morte. Et ses actes parlaient bien plus fort que ses mots. Maintenant, parlons du contrat de mariage. Ah, ce magnifique document qui m'a sauvé la vie. Grâce à ce contrat béton que sa propre famille avait exigé au moment du mariage, Sarah est repartie les mains vides. Pas un centime de mon argent durement gagné. Pas de pension, pas de partage des biens. Rien. Et avec sa trahison par-dessus le marché, elle n'avait aucune base légale pour réclamer quoi que ce soit. Ses parents, bien sûr, étaient furieux. Diane m'a appelé plusieurs fois, me laissant des messages vocaux interminables, remplis d'accusations, disant que je détruisais la vie de Sarah et que je devais être l'adulte responsable. Quelle audace, non? Je n'ai même pas pris la peine de répondre. Mon avocat m'a conseillé de tout conserver, au cas où ils tenteraient quelque chose, mais heureusement, ils ont vite compris qu'ils n'avaient aucune carte en main. Il ne m'a pas fallu longtemps pour découvrir la véritable raison de leur empressement à faire disparaître le contrat. Il s'est avéré que la situation financière de Tom et Diane était loin d'être aussi brillante qu'ils le prétendaient. Leur entreprise coulait depuis des années, et ils peinaient à garder la tête hors de l'eau. Leur train de vie luxueux? Du vent. Quand Sarah est retournée vivre chez eux, le vernis a commencé à craquer. Elle est passée d'une belle maison avec moi à sa vieille chambre d'ado. Fini les vêtements de luxe, les spas et les restos chics. D'après ce que j'ai entendu, ils font tout pour sauver les apparences, mais ce n'est qu'une question de temps avant que leur château de cartes ne s'effondre. Et n'oublions pas l'autre homme. Celui avec qui elle pensait filer au bout du monde. Eh bien, il a disparu dès que les choses ont commencé à mal tourner. Amy m'a raconté que c'était un vrai charmeur en série, qui ne comptait jamais aller plus loin. Il jouait avec Sarah pour s'amuser. Et quand il a découvert qu'elle n'aurait pas accès à mon argent, il s'est volatilisé. Résultat, elle s'est retrouvée sans emploi, sans argent, et coincée chez ses parents, qui ne peuvent plus vraiment l'aider. Le karma, vous voyez. Je pensais que tout était enfin terminé. Mais bien sûr, Sarah n'allait pas en rester là. Quelques semaines après la finalisation du divorce, elle s'est pointée à l'improviste à mon bureau. Ma secrétaire a tenté de l'arrêter, mais elle a forcé le passage. Elle avait l'air à bout. Cheveux en pagaille, vêtements froissés et usés, l'air désespéré. Matt, a-t-elle dit, des larmes plein le visage, j'ai fait une erreur. S'il te plaît, pardonne-moi. Je me suis adossé à ma chaise et je l'ai regardé un moment. Une partie de moi avait envie de rire devant tant d'audace, mais au fond, j'étais juste vidé. Sarah, on est déjà passé par là. Ce n'était pas une erreur. Tu as fait une série de choix qui ont détruit notre mariage. Le pardon ne changera rien. Elle a tout tenté. Des excuses, elle a blâmé ses parents, promis de changer, elle a même insinué qu'elle voulait tout recommencer. On peut repartir de zéro, Matt. Je ferai tout ce qu'il faut pour réparer les choses. Mais il n'y avait plus d'espoir. Sarah, tu ne m'as pas seulement trompé. Tu as planifié de me quitter et tenté de t'emparer de tout ce que j'ai construit. Ce n'est pas de l'amour et ce n'est définitivement pas quelque chose que je peux pardonner. Quand elle a compris que je ne céderais pas, elle s'est énervée. Tu vas le regretter, Matt. Tu vas finir seul,
et tu comprendras que tu as repoussé la seule personne qui t'aimait vraiment. J'ai juste hoché la tête et répondu. Tu ne m'as jamais aimé. Tu aimais la vie que je t'offrais. Maintenant, tu vas devoir t'en sortir toute seule. J'ai appelé la sécurité pour l'escorter dehors. Et c'est la dernière fois que je l'ai vue. Depuis, ma vie est bien plus paisible. Je suis toujours en contact avec Amy. Elle continue de s'excuser pour le comportement de sa famille, mais honnêtement, ce n'est pas nécessaire. Elle a été la seule à avoir le courage de faire ce qui est juste, et je lui en serai toujours reconnaissant. Quant à Sarah et ses parents, j'ai entendu dire que leur situation financière se dégrade encore. Une partie de moi a de la peine pour Amy, car elle est coincée au milieu de tout ça. Mais pour les autres, ils ont creusé leur propre tombe. S'il y a bien une chose que j'ai apprise à travers tout ça, c'est l'importance de rester ferme. Les gens vont essayer de te manipuler, de profiter de toi, ou de te faire culpabiliser parce que tu ne fais pas ce qui les arrange. Mais au bout du compte, tu dois prendre soin de toi. Si tu fais face à des beaux-parents toxiques, à un partenaire douteux, ou que tu te sens simplement piégé dans une situation qui ne te semble pas juste, fais confiance à ton instinct. Batte-toi pour ce qui est juste. Ce n'est pas facile. Mais ça en vaut la peine. Commentaire Monsieur Reddit. Même face à la trahison. Il nous rappelle que, parfois, couper les ponts est le seul moyen de se reconstruire. Et vous, que feriez-vous dans une situation pareille? Laissez votre avis en commentaire, je suis curieux de vous lire. Si vous avez aimé l'histoire, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner pour plus d'histoires comme celle-ci. À la prochaine.